Alors, on continue avec un sujet très important sur la prise en charge précoce de l'insuffisance veineuse chronique, qui nous sera traité par Dr Gadi, angiologue à Casablanca. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier énormément tous les membres de l'AMCC pour leur chaleureux accueil et leur invitation, ainsi que le laboratoire Servier qui m'a permis d'être parmi vous. Et j'ai vraiment de la chance et l'honneur que de vous présenter la prise en charge de l'insuffisance veineuse chronique dans cette magnifique ville de Dakhla. Alors on va commencer par un petit quiz, juste pour voir. Alors selon vous, quelle proportion de la population mondiale souffre d'insuffisance veineuse chronique? Est-ce un patient sur 10, 4 sur 10 ou 8 sur 10? 8, effectivement, c'est ce que j'ai entendu. Effectivement, c'est une maladie qui est à prévalence élevée. Malheureusement, ça reste sous-estimé. Et donc, les patients, ils sont malheureusement insuffisamment traités. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'insuffisance veineuse chronique? Est-ce une maladie inflammatoire progressive, une maladie chronique devant être traitée ou une maladie n'affectant qu'une partie plus âgée de la population? Plusieurs réponses sont possibles. Inflammatoire progressive. Chronique devant être traitée. Alors, effectivement, c'est une maladie inflammatoire progressive. Donc, il faut absolument la traiter pour arrêter cette inflammation. Et une maladie chronique, effectivement, qui devrait être traitée. Par contre, pour la tranche d'âge, ce n'est pas du tout une maladie qui est liée à l'âge, mais peut s'aggraver bien évidemment avec l'âge, parce qu'on peut voir tout simplement des formes qui sont très très graves chez des patients qui sont très très jeunes. Alors, on va définir ce que c'est l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs. Alors, c'est un dysfonctionnement du système veineux profond et ou superficiel résultant d'une incontinence valvulaire et ou une obstruction veineuse. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, ça sera plutôt un dysfonctionnement du système veineux superficiel et qui résulte d'une incontinence valvulaire. On ne va pas parler du système profond et d'obstruction parce qu'on sera plutôt dans le thème des thromboses veineuses. Alors la varice, ce que c'est une dilatation permanente, pathologique, d'une ou de plusieurs veines superficielles à laquelle est associée une altération de la paroi veineuse. On va faire un tout petit rappel de la physiologie et la physiopathologie. Alors, comme on le sait tous, dans le système veineux profond des membres inférieurs, on a deux réseaux. On a le réseau veineux profond et le réseau veineux superficiel. Qui dit réseau veineux profond, donc dit les veines fémorales, iliaques, poplitées et les axes jambiers, donc qui drainent 90% du sang veineux vers le cœur, et les 10% restantes, elles sont drainées par le réseau veineux superficiel, qui est les veines saphènes, les grandes et les veines saphènes, et d'autres variantes anatomiques. Alors, ces deux systèmes veineux, ils communiquent entre eux par des veines perforantes. Alors, on les appelle les veines perforantes parce qu'elles communiquent entre... elles perforent tout simplement l'aponévrose musculaire. Alors, le fonctionnement normal du système veineux dépend de deux principaux paramètres. Le premier paramètre, c'est les valvules veineuses qui sont unidirectionnelles, c'est-à-dire du bas vers le haut, et les pompes musculaires et articulaires qui permettent un retour de sang dans le sens antigravitaire. Alors, comme vous voyez sur le schéma, donc à la contraction musculaire, on assiste à une ouverture des valves, une chasse de sang, et puis au relâchement musculaire, il y aura une fermeture des valvules, donc qui va empêcher tout retour de sang vers le bas. Alors, pour les pompes musculaires articulaires, pour les membres inférieurs, on a deux pompes musculaires qui sont très importantes. C'est la pompe musculaire du mollet et la pompe musculaire qui existe au niveau de la plante du pied, qu'on appelle la semelle de Léjard. Alors, grâce aux pompes musculaires, bien sûr, on a une chasse du sang, effectivement, grâce à la contraction, et par la suite, une ouverture des valvules, chasse du sang vers le haut, puis relâchement, puis fermeture des valves qui empêche tout reflux veineux. Alors, voici un schéma qui illustre très bien la semelle de Léjard. On voit très bien les muscles de la plante du pied. Alors, le réseau veineux superficiel est profond au-dessus. Et à la marche, effectivement, on aura un écrasement de la semelle veineuse, qui est la semelle qu'on appelle la semelle de Léjard, avec une contraction musculaire, une chasse de sang, et puis fermeture des valves, donc ce qui va empêcher le reflux du sang vers le bas.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à l'action concertée, que ce soit des valvules et des pompes musculaires, le réservoir veineux des membres inférieurs est vidé de la pression, et ce qui diminue de façon significative. Alors, tout dysfonctionnement au niveau que ce soit des pompes ou des valvules aboutira à une hyperpression veineuse qui donnera différents processus biologiques, l'augmentation des fibres de collagène au niveau de la paroi veineuse et une diminution des cellules musculaires et d'élastine, qui sera à l'origine d'une faiblesse de la paroi veineuse et par la suite d'une dilatation de l'anneau valvulaire, et à la fin, ça donnera bien évidemment une incompétence de la valve veineuse et un reflux du sang du haut vers le bas. Alors les conséquences de l'inflammation, du reflux bien sûr qui est secondaire à l'usure de la valvule, donnera un remodelage de la paroi et donc qui va se manifester par des varices, et par la suite une fuite des capillaires et on aura un œdème, puis une altération de la peau qui peut aller jusqu'à l'ulcère variceux. Les facteurs de risque. Si vous l'avez remarqué, on parle plutôt de facteurs de risque et pas d'étiologie, parce qu'il n'y a pas de cause directe de l'insuffisance veineuse chronique, mais plutôt des facteurs de risque qui prédisposent les patients à avoir cette maladie. Donc, en premier, on va parler de l'hérédité. Quand on a des parents qui ont des varices, on est prédisposé forcément à avoir des varices aussi, par l'âge dans le sens où la maladie aura le temps d'évoluer. Le sexe féminin, et on verra par la suite pourquoi, parce que la femme, tout simplement pour les grossesses multiples, à partir de 2-3 grossesses, on parle de grossesses multiples, et donc un risque accru d'avoir des varices, l'obésité, le surpoids, les professions à risque. Les professions à risque, c'est les professions où on reste debout ou assis longtemps. Donc ça aussi, c'est un des facteurs de risque très importants qu'on retrouve par exemple chez les chirurgiens, les policiers, les agents de sécurité, les serveurs et les personnels navigants. La sédentarité, donc c'est par le manque d'activité physique, et donc ça aussi c'est un des facteurs de risque. L'hormonothérapie, que ce soit la pilule ostroprogestative chez les femmes ou le traitement hormonal substitutif à la ménopause, et le trouble de la statique du pied. Donc sur ce point, j'aimerais bien attirer votre attention. À l'examen, il faudra absolument chercher s'il y a un trouble de la statique du pied, parce qu'en particulier le pied plat. Le pied plat, comme vous voyez sur la photo, il y a la pompe musculaire plantaire qu'on a dit qui est très importante. Ici, on a un pied plat, et donc cette pompe musculaire ne fonctionnera pas normalement, et du coup, effectivement, ça sera un facteur de risque de plus chez ce patient. Il faut savoir aussi que chez les mêmes patients, on retrouve minimum 2 ou 3, généralement 2 ou 3 facteurs de risque de cette maladie. Alors, les symptômes de l'insuffisance veineuse chronique, c'est très simple. Il y a 3 symptômes qui se répètent et tout le temps, d'accord? C'est surtout les jambes lourdes, les lourdeurs de jambes, les douleurs de jambes et les œdèmes distaux. Alors après, bien sûr, on peut retrouver des crampes, des picotements, des brûlures, des démangeaisons. Faites attention, quand le patient rapporte des démangeaisons, c'est qu'on est à un stade assez avancé quand même de l'insuffisance veineuse chronique. Alors la survenue de ces symptômes en fin de journée, effectivement, évoquera plus l'origine veineuse. Il faut savoir aussi que les femmes rapportent plus souvent ces symptômes veineux que les hommes, et que aussi l'absence de symptômes veineux n'exclut pas une insuffisance veineuse chronique avancée. Alors en dehors effectivement de l'inconfort et de la gêne esthétique des varices, il y a des complications. Ces varices peuvent entraîner une thrombose veineuse superficielle, c'est la complication la plus fréquente. Et là, on a un cordon inflammatoire sur le trajet d'une veine superficielle, ou une thrombose veineuse profonde par extension de la thrombose veineuse superficielle, une hémorragie variqueuse par rupture, que ce soit spontanée ou traumatique, d'une ampoule variqueuse, qui peut être fatale chez des sujets qui sont âgés. Alors, et à la fin, c'est l'ulcère de jambe, c'est la complication la plus tardive et la plus redoutable. Malheureusement, l'évolution est souvent longue, et donc le traitement est souvent mal suivi, et le coût socio-économique est élevé. Donc, il faut savoir aussi que 70% des ulcères de jambes sont d'origine veineuse. Il faut absolument chercher s'il y a une atteinte artérielle chez les personnes âgées qu'on retrouve associée dans 18% des cas. Donc, chez tout patient qui a une insuffisance veineuse, il faut absolument faire un petit examen, une palpation des pouls
pour éliminer une atteinte artérielle associée qui décidera aussi par rapport au traitement. Alors l'examen clinique d'un patient qui se plaint d'une insuffisance veineuse chronique c'est un examen qui se fait debout, de face et de dos. Alors on va inspecter tout ce qui est le réseau de la face interne, donc c'est le trajet des grandes veines saphènes. Les faces postérieures, cuisses et jambes, c'est le trajet de la petite veine saphène. Et s'il y a des variantes anatomiques, il faut rechercher s'il y a des cicatrices chirurgicales, que ce soit au niveau inguinal, poplité ou malléolaire. Et après, on passera à classer ce patient selon la classification CEAP. La classification CEAP, c'est clinique. Donc, on va détailler ça par la suite. Étiologique, dans notre thème d'aujourd'hui, elle est essentielle. Anatomique, on va préciser tout simplement la veine qui est à l'origine de ça. Et physiopathologique, dans notre thème d'aujourd'hui, c'est le reflux. Alors, cette classification CEAP permet de décrire les lésions de l'insuffisance chronique, faire une synthèse du tableau clinique et surtout, ça permet de ranger les patients dans des tiroirs par similarité de leur insuffisance veineuse et de parler un langage commun, surtout pour les études cliniques. Alors, stade C0, où il n'y a pas de signe, il n'y a aucun signe visible ou palpable, et le stade C1, on retrouve soit des télangiectasies ou des réticulaires. Les télangiectasies, c'est des petites vénules. En général, elles sont rougeâtres bleuâtres avec un diamètre inférieur à 1 mm. Alors, pour les veines réticulaires, c'est des veines qui ont un diamètre entre 1 et 3 mm. Et en général, ils ont une couleur verdâtre. Ça, c'est au niveau du stade C1. Pour le stade C2, c'est là où on parle de varices. Et on parle de varices dès que la veine variqueuse fait un diamètre plus de 3 mm. Après, il y a l'œdème. Donc, il faut savoir, dès que le patient déjà présente des œdèmes, on est déjà au stade C3. Quel que soit l'état de ses jambes, déjà on est au stade C3 si on a un œdème. Alors, stade C4, c'est le stade des troubles trophiques cutanés qu'on divise à deux. Le stade C4A et le C4B. Alors, au stade C4A, on retrouve la pigmentation, donc c'est la dermite ocre, la peau qui devient un peu foncée, et l'eczéma variqueux. Donc, effectivement, si le patient à l'interrogatoire rapporte une notion de grattage ou tout simplement de prurite en fin de journée, effectivement, il faut penser absolument à l'eczéma variqueux, et donc on est quand même à un stade qui est assez avancé, c'est le stade C4A. Puis, au niveau du stade C4B, on retrouve l'atrophie blanche, qui est des taches blanches, comme vous voyez sur la photo, ou la lipodermatosclérose, où la peau devient vraiment très foncée, avec au toucher qui devient cartonné et qui est vraiment très scléreuse. Alors, stade C5, c'est le stade C4 plus un ulcère qui est cicatrisé, ou tout simplement après, on retrouve le stade C6, qui est le stade C4, avec un ulcère de jambe qui est encore ouvert. Après avoir examiné le patient et le classé selon la classification CAP cliniquement, il faut absolument aller explorer et voir d'où vient l'insuffisance veineuse chronique. Alors, il y a un seul examen qui est indispensable et qui est non invasif, c'est l'échodoppler veineux, qui permet à la fois l'étude morphologique et hémodynamique. C'est un examen qui est détaillé. Il explore tout ce qui est les veines profondes, les veines superficielles, les trajets, le sens du flux, les terminaisons. Il faut savoir aussi que l'anatomie des veines superficielles des membres inférieurs, elle est simple, mais il y a trop de variantes anatomiques qu'il faudra absolument rechercher. C'est un examen qui est très opérateur dépendant. Il faut absolument que ça soit complet et que ça recherche tous les points de fuite et les variations du trajet anatomique, parce que grâce à cet examen, grâce au compte rendu, on va choisir la meilleure option ou la conduite thérapeutique pour ces patients. Donc, ça a des conséquences thérapeutiques. Il faut l'examen que ce soit bien fait et surtout bien détaillé au niveau des comptes rendus et qu'on recherche les variantes anatomiques parce qu'il y a trop de variantes anatomiques au niveau du système veineux superficiel.
Alors effectivement, on évalue le flux sur le trajet des grandes et petites veines saphènes. Il y a aussi les jonctions, il faut absolument préciser s'il y a un reflux au niveau des jonctions ou pas. Établir une cartographie veineuse, c'est quand vous voyez un schéma où on marque tout simplement avec des flèches en haut, c'est-à-dire c'est pas refluent, en bas c'est refluent, s'il y a des veines perforantes aussi, s'il y a des variantes anatomiques, il faudra tout noter, c'est ce qui permet vraiment d'orienter le choix thérapeutique par la suite. Alors l'échodoppler aussi, on peut l'utiliser en pré-thérapeutique pour marquer tout simplement au chirurgien en préparatoire. Comme vous voyez là sur le schéma, on a 2 P, je ne sais pas si vous les voyez bien, il y a P1, P2, ce sont 2 veines perforantes qui sont incontinentes et qu'il faudra que ça soit ligaturé par le chirurgien. Et sans le marquage, ça sera très compliqué pour le chirurgien d'y accéder. Donc effectivement, l'échodoppler, ça guide le chirurgien dans son acte opératoire. Alors aussi, en thérapeutique, il y a plusieurs techniques endoveineuses qu'on fait tout simplement sous guidage échographique. Alors là, la partie la plus importante, il faut savoir, c'est l'insuffisance veineuse chronique. C'est une maladie comme toutes les autres maladies, donc il faut absolument traiter comme toutes les autres maladies. Il faut arrêter de la considérer comme un problème esthétique. Ce n'est pas un problème esthétique, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Alors, il faut traiter, pourquoi? Pour éviter les complications cutanées qu'on vient de voir, éviter les thromboses veineuses superficielles et ou profondes qui peuvent, heureusement, rarement se compliquer d'embolie pulmonaire, éviter les hémorragies variqueuses, le préjudice esthétique, surtout chez les femmes jeunes, et faire disparaître et réduire la symptomatologie clinique. Donc, c'est une maladie chronique, donc il faut absolument apporter une réponse à chaque stade de la maladie. Alors, le traitement, ça commence par l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, ça, c'est vraiment le travail du médecin de famille, parce que c'est lui le premier interlocuteur du patient, d'accord? Donc, après avoir vu quels sont les facteurs de risque de ce patient, il faut travailler son hygiène de vie, il faut le sensibiliser par rapport à une hygiène de vie plus correcte. Alors, pour les gens qui restent debout longtemps, par exemple, ou assis longtemps la journée, une surélévation des jambes, ça peut soulager, bien évidemment, le système veineux, une activité physique régulière pour les patients qui sont sédentaires, d'ailleurs pour tout le monde, une alimentation saine pour les gens qui sont en surpoids, pour les patientes qui sont sous pilule ostroprogestative, s'il y a possibilité de passer sous contraceptifs mécaniques non hormonaux, ça serait encore mieux, et surtout éviter les sources de chaleur comme tout ce qui est les bains morts et les saunas, parce que ça ne peut qu'aggraver la vasodilatation veineuse. Après l'hygiène de vie, il y a les vénotropes ou les vénotoniques. Alors les vénotoniques, c'est surtout, en fait, c'est des flavonoïdes. Plusieurs études randomisées ont montré que les flavonoïdes ont 2 actions. Une action sur le tonus veineux, ça renforce la tonicité de la paroi veineuse, et une action anti-inflammatoire purement veineuse. Donc ça diminue la perméabilité capillaire, la libération des médiateurs inflammatoires et améliore le drainage lymphatique. Donc tous les flavonoïdes ont une action sur le tonus veineux, une action anti-inflammatoire, mais il y a un seul qui se distingue des autres, on va le voir par la suite. Les vénotoniques peuvent être utilisés au stade précoce pour soulager les lourdeurs et les douleurs, au stade de varices de façon adjuvante aux autres traitements, et au stade d'ulcère parce que ça a été démontré que ça améliore et surtout ça accélère la cicatrisation de l'ulcère. Alors, le flavonoïde qui se distingue des autres, parce que c'est la fraction flavonoïque périphème micronisée, qui se distingue par ses 5 principaux actifs, dont la diosmine, ce qui lui interfère un effet synergique, et la micronisation qui lui donne une absorption intestinale très rapide et donc une efficacité. Donc le daflomyl est plus puissant que la desmine seule parce que chacune de ces substances qui les composent a une action synergique qui contribue à son efficacité, et grâce à la micronisation, on a tout simplement une absorption intestinale qui est rapide. Quand vous voyez, le daflon a une absorption de 58, contrairement à la diosmine seule de 33%. Qui dit absorption rapide, meilleure absorption, donc l'effet sera plus intense et plus rapide. Alors l'action vénoprotectrice et anti-inflammatoire spécifique des veines, donc ça agit sur la libération de médiateurs de l'inflammation, en réduisant cette libération des médiateurs de l'inflammation qui agissent comme des signaux chimiques
qui stimule la réponse inflammatoire et donc les symptômes veineux. Alors, les flavonoïdes réduisent cette interaction leucocyte endothélium significativement et donc on aura moins d'inflammation. Et si on a moins d'inflammation, moins de remodelage et moins de lésions valvulaires et par la suite moins d'hypertension et donc moins de symptômes veineux. Alors effectivement, ça a été démontré qu'avec le daflon-1000, on voit bien que les symptômes disparaissent, d'accord ? Ça a été démontré sur une étude chez 7987 patients, tout stade de CEAP, 79,3% qui sont des femmes. Et on a remarqué une disparition ou une diminution des symptômes entre la première visite V0 d'inclusion et un mois de contrôle. Alors aussi l'association de la fraction flavonoïque purifiée micronisée, que ce soit à la sclérothérapie, que ce soit aux méthodes chirurgicales, ça aussi a été démontré qu'on réduit significativement les inflammations grâce tout simplement à l'action anti-inflammatoire et donc ça réduit les symptômes veineux et ça rend la période post-opératoire plus confortable. Donc après les vénotoniques, il y a la compression médicale. La compression médicale, ça c'est une compression tout simplement qui s'exerce par différents dispositifs médicaux. Elle sert à diminuer le diamètre des troncs veineux et du volume sanguin total, faciliter le retour veineux du sang en améliorant la fonction de la pompe musculaire du mollet et réduire la formation d'un excès de liquide interstitiel. Donc ça vient renforcer tout simplement l'action des autres traitements qu'on vient de dire. Alors les bas médicaux de compression, ils exercent une pression qui est dégressive, d'accord? Donc elle est plus forte au niveau de la cheville et puis ça dégraisse tout en montant vers la cuisse. Alors pour la classe 1, c'est une dégression de 75%, classe 2, 70%, classe 3, c'est 60%, et classe 4, c'est 40%. Il faut savoir, en général, on prescrit que la classe 2 ou 3. Classe 1, c'est très faible comme compression, et classe 4, c'est juste impossible que le patient enfile des bas classe 4. Alors c'est très simple, la classe 1, il y a une pression de 10 à 15 mm au niveau de la cheville, d'accord? Classe 2, c'est 15 à 20, classe 3, c'est 20 à 36, et 4, c'est plus de 36. Donc, effectivement, on prescrit en général 2 à 3. Et si on a besoin d'une force 4, l'idéal, c'est de superposer deux classes 2 ou une classe 2 avec la classe 5. Mais toujours vérifier s'il n'y a pas d'atteinte artérielle associée qui contre-indique cette compression. Alors, la compression, ça peut se faire soit avec des chaussettes, que ce soit pieds fermés, pieds ouverts, des bas-cuisses, des collants, des bandes de compression, et la superposition qui est possible, bien évidemment, que ce soit des chaussettes avec des bas-cuisses ou collants avec chaussettes ou autres. Alors, en théorie, les mesures de pression et des diamètres, ça se fait sur la jambe de Einstein, comme vous voyez. Et sur les catalogues publicitaires, on a ces photos, mais dans la vie réelle, on a ces patients. Donc, on a ces patients, c'est la réalité. Donc, pour que le patient, effectivement, adhère au traitement, il faut absolument leur expliquer l'intérêt du port de la compression. Parce que c'est pénible, parce que les gens, ils achètent les bas de contention, mais ils ne les mettent pas par la suite, parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer l'importance et l'intérêt. Donc, il faut vraiment une prescription qui se soit adaptée pour la morphologie aussi des patientes, qu'elle soit précise sur une ordonnance médicale. La posologie, bien évidemment, c'est la classe, soit 2, soit 3. Les règles de mise en place, c'est-à-dire il faut les mettre le matin et les retirer le soir. La durée du traitement, les conditions de lavage et séchage, et surtout de les renouveler tous les 4 à 6 mois. Après, vous voyez, ça c'est le premier volet du traitement, c'est l'hygiène de vie, les vénotoniques et les compressions médicales. À des stades assez avancés, on sera amené à faire une ablation des veines saphènes. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'il ne faut jamais faire d'acte immotivé sur les saphènes, ne jamais traiter une varice sans tenir compte de 6 critères. Le retentissement esthétique et fonctionnel, le contexte clinique et professionnel, la perméabilité et la continence des axes profonds, parce que s'il y a un problème au niveau des axes profonds et on s'amuse à retirer des veines superficielles, on va aggraver l'état du patient. Le site et l'importance de tous les reflux, les calibres de saphène qui est très important aussi pour la conduite thérapeutique par la suite, et absolument
évaluer le risque artériel actuel et futur pour ce patient. Ne détruire que les safènes inutilisables pour un pontage artériel ultérieur et expliquer aux patients les raisons et les conséquences de nos choix. Alors, vous savez, on le sait tous, les safènes, ça reste le pontage idéal. Donc, idéalement, on retire vraiment que les veines safènes qui sont inutilisables pour un pontage. Alors, l'ablation, il y a plusieurs façons de l'ablation. En premier, il y a l'ablation thermique. Quand on dit l'ablation thermique, ça regroupe le laser endoveineux, la radiofréquence et l'ablation par la chaleur. Ça consiste à léser par la chaleur l'endothélium et la médiate de la paroi veineuse, ce qui donne une rétraction du collagène, réduction du diamètre et par la suite une occlusion, et à la fin, la veine, elle sera fibrosée et donc elle ne sera plus là. Alors, ces techniques, c'est de la chirurgie, tout simplement, mais qui reste mini-invasif et surtout, elle est ambulatoire. Ça se pratique sous guidage échographique, donc ça nous permet d'éviter plusieurs complications, notamment artérielles, sous anesthésie par tumescence, donc locale. Les seules limitations de ces techniques, c'est le trajet superficiel de la veine. Donc, c'est très simple. La veine, quand elle est très superficielle, et on va faire monter un cathéter, que ce soit du laser ou de la radiofréquence, pour brûler cette veine, on risque de brûler la peau. Donc, quand le trajet est vraiment très superficiel, ces deux techniques ne sont pas possibles. Et quand on a une veine variqueuse qui est très tortueuse, bah effectivement, le risque aussi, c'est de perforer cette veine en montant le cathéter. Après, il y a l'ablation chimique. Donc, comme on a fait l'ablation thermique, c'est de la chaleur. Ici, c'est chimique. Ça consiste à injecter un produit sclérosant. Elle est très connue sous le nom de la sclérothérapie, effectivement, éco-guidée à la mousse. Alors, cette technique ne nécessite pas d'anesthésie. Ça se pratique en ambulatoire. C'est l'injection du produit sclérosant sous forme de mousse et sous contrôle échographique, ce qui est très important aussi, surtout pour éviter le risque d'injection en intra-artériel. Alors, elle a des indications qui sont très larges. On peut injecter de la mousse sur les transaphéniens, les tributaires, les perforantes, les récidives, et surtout pour les varices péri-ulcéreuses, où on évite de faire des incisions sur une peau qui est déjà altérée. Alors, l'efficacité de la sclérothérapie est inversement proportionnelle au diamètre de la veine à traiter. Donc, plus la veine est petite, plus on est efficace. Plus c'est gros, plus on est moins efficace. Donc, le taux d'occlusion sont estimés à 80-95% selon les études pour des varices de 5 à 7 mm. Au-delà de 7 mm, effectivement, il vaut mieux passer à une autre technique. Alors, la simplicité de cette technique qui peut être tout simplement simple et répétitive, pour une maladie qui est chronique, c'est ce qui séduit vraiment beaucoup de médecins par rapport à ça. Alors là, je vous ai mis quelques photos des patients qui ont été traités à la sclérothérapie éco-guidée à la mousse. Ça, c'est le résultat immédiat après l'injection. Et en dernier recours, il y a l'ablation mécanique qu'on connaît tous. C'est la chirurgie classique, c'est le stripping des veines saphènes plus une crossectomie. Malheureusement, ça reste encore fréquemment utilisé en pratique courante chez nous au Maroc. Cependant, on a vraiment plusieurs techniques beaucoup plus séduisantes, des techniques chirurgicales ambulatoires, d'accord, qui sont beaucoup moins invasives, sous anesthésie locale, qui peuvent nous faire éviter carrément cette chirurgie. Alors, il y a la phlébectomie ambulatoire, c'est un traitement qui est complémentaire. En général, c'est des petites incisions et on fait des phlébectomies des varices qui sont extrafaciales. Et en général, c'est un traitement complémentaire, que ce soit à la sclérothérapie, que ce soit aux autres techniques. Alors, conclusion. La conclusion, l'insuffisance veineuse chronique, effectivement, c'est une pathologie qui est relativement bénigne, mais si la prise en charge est adéquate et surtout précoce. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour sensibiliser les médecins de famille par rapport à ça, parce que si on sensibilise nos patients par rapport à leur hygiène de vie, si on prescrit des vénotoniques dès le premier stade, si on prescrit une compression médicale, on peut faire éviter à ce patient plusieurs complications, c'est surtout des complications cutanées.
avant d'arriver, parce que le traitement, c'est très simple, il est divisé en 2 volets. Il y a l'hygiène de vie, les vénotoniques, la compression médicale. Donc ça, c'est au tout premier stade. Mais si le patient s'aggrave par la suite, effectivement, on sera amené à enlever ces veines variqueuses. Alors, l'hygiène de vie, puis il y a les vénotoniques, la compression médicale qu'il faudra absolument expliquer au patient. Ça ne suffit pas de le prescrire sur une ordonnance. Le patient ne va pas adhérer au traitement parce que ça reste quand même assez spécial comme traitement. Donc, il se dit c'est juste une chaussette qui sert beaucoup, moi je ne peux pas la mettre. Mais si on adapte vraiment la prescription par rapport à la morphologie, surtout ça qui revient dans les consultations, normalement le patient va adhérer sans aucun problème. Donc, si on arrive à gérer le patient avec ces 3 volets, ça serait très bien. Donc, si on arrive à sensibiliser les gens et arrêter l'évolution de la maladie, il faut arrêter de prendre l'insuffisance veineuse chronique pour une maladie esthétique. Ce n'est pas uniquement esthétique, c'est une maladie qui s'aggrave, c'est une maladie inflammatoire. Donc, il faut arrêter l'inflammation, il faut arrêter l'aggravation et la progression de cette maladie. Après, il y a la sclérothérapie. Bien sûr, c'est une technique, comme je vous ai dit, qui est en ambulatoire, sans anesthésie, qui est très efficace, a des indications très larges. Certes, quand le diamètre des veines saphènes est très gros, à partir de 7 mm, l'idéal, c'est de passer aux techniques plus efficaces, c'est surtout les traitements, que ce soit le laser endoveineux ou la radiofréquence. Et, s'il vous plaît, laissez la chirurgie classique vraiment au dernier recours, parce que quand même ça garde des complications post-opératoires, surtout neurologiques, qui est très gênante, ça altère carrément la qualité de vie des patients. Donc oui, c'est une chirurgie qui a été utilisée pendant des années, mais là on a de nouvelles techniques qui sont disponibles au Maroc, et l'idéal effectivement c'est de traiter le patient en chirurgie, en ambulatoire, pour éviter tout ce qui est risque d'anesthésie générale ou autre. Voilà, merci. Il y a des questions dans la salle ?